Et yo, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver aujourd'hui pour du guerrier. Guerrier, la classe qui n'a pas du tout été représentée au dernier tournoi et qui a été très très absent les, on va dire, 10-12 derniers jours, depuis la nouvelle extension en fait. Même guerrier contrôle, on va dire que pour l'instant on n'en voit pas, mais ça pourrait potentiellement revenir avec les dénerfs qu'ils ont fait, notamment de la 5-8 pour 8. En l'occurrence, on va s'intéresser à un guerrier tempo, et un guerrier qui a de quoi détruire des decks comme Druide. Druide, mais pas seulement. Pour l'instant, j'ai vu que le deck a du potentiel, même contre voleur, voleur qui est très très présent dans la méta. Et on va dire que si on fait des curves particulières, il y a des sorties qui vont automatiquement gagner avec certaines curves. Et du coup, même contre voleur, t'as beau avoir un voleur qui peut te faire de grosses stats, tu peux te cacher derrière des taunts grâce au sort A4 qui est au final très fort. On va regarder la liste ensemble. Les ups ont donc beaucoup bénéficié à Guerrier. L'idée, c'est que sur le papier, on se dit que les ups sont pas suffisants pour que Guerrier devienne viable. Mais on arrive quand même à deck build quelque chose. Et on a Hunter's qui a fait une petite liste assez OP en vrai. Je l'ai testé et bon, certes, c'est pas en très haut légende pour ma part, mais lui, il a atteint un petit pic à 17 légendes et il y avait une liste initiale. Une liste initiale, c'était quoi? C'était, on jouait ça, il y avait Gros Mash. En late game, Gros Mash, au final, je l'ai vu que ça se mettait plutôt bien dans les match-ups comme Démoniste. Même Prêtre Quête, par exemple, ça pourrait se mettre très bien. Dans l'idée, c'est vraiment de booster quelque chose de gros. Comment on va la booster, vous allez me demander. On joue une 1-4 qui est Core. Quand un serviteur allié prend des dégâts, donne à un serviteur dans votre main +1/+1. Donc déjà, on voit que le body est très intéressant, un 4, et bien sûr, il y aura d'autres synergies. Là, pour l'instant, la liste actuelle, c'est celle-ci, enfin, la dernière à jour, on va dire la dernière qu'il a jouée. Il teste avec cette 2-3, l'avantage de cette 2-3, c'est qu'elle peut invoquer la 1-3 du deck, si vous la jouez sur tour 4, et si vous la jouez sur tour 5, avec donc 2 mana restants si vous jouez ça, ça peut potentiellement reroll et invoquer une 2-6. Donc sur le papier, c'est ok, ça fait office de filtrage de deck, ce qui est vraiment pas mal. On a d'autres synergies donc pour aller avec cette petite 1-4 qui va booster les cartes dans notre main. C'est tout simplement le petit dieu qui devient corps maintenant, parce qu'on donne +2 d'attaque en infligeant 1 point de dégâts. Donc c'est deux effets qu'on veut, c'est-à-dire donner de l'attaque et infliger des dégâts. Donc il y a des curves à base de pièces 1-4. Derrière, tu peux faire la 2-3 taunt. Quand elle prend 3 de dégâts, du coup, ça va booster une carte de ta main. Et tu peux très vite avoir une créature en main qui se retrouve boostée pas mal. Genre là, un 4. Imaginons juste, elle prend +2/+2, ça devient une 3-6. Tu as le lieu équipé, ça devient une 7-5 en prenant le 1 de dégâts. Et on a surtout une carte qui va être tech, c'est l'arme à 3. L'arme à 3 qui va être là pour vraiment booster vos créatures blessées. Et si vous avez vu deux créatures mortes en ayant cette carte en main, ça arrive très rarement, hein, mais ça donne +2/+2 au lieu de +1/+2. Donc il avait up parce qu'avant c'était juste +1/+1, donc c'est pas infuse, et il fallait 3 pour l'infuse. Donc le fait qu'elle passe juste +1/+2 sans l'infuse, ça la rend vraiment bonne. Et ça veut dire que on peut faire des combos très intéressantes. On va s'intéresser aux combos vraiment opti du deck. Le sort à 2. Imaginons que vous ayez un board, peu importe, vous jouez un match-up board centrique, l'adversaire a aussi un board. Vous avez l'arme équipée. Vous allez poser donc des serviteurs et vous allez faire ceci. Vos serviteurs ne peuvent pas être réduits à en dessous d'un PV ce tour. Ensuite, ils attaquent tous un serviteur aléatoire. Non, c'est même, ouais, c'est ça, c'est un random serviteur et on va avoir d'autres combos avec cette carte. Donc déjà, vous pouvez voir que, hop, tous vos serviteurs vont prendre des value trade, vous allez pouvoir les buffer grâce à l'arme, et ensuite on va avoir le T6. Imaginons que déjà vous ayez réussi à buffer cet Olgra, qui va gagner +1/+1 pour chaque personnage blessé. Chaque serviteur blessé, pardon. Ça veut dire que si tu fais d'abord Riot, et ensuite tu fais ça, en partant du principe qu'il reste des serviteurs blessés, là tu vas avoir une créature qui va globalement attaquer tous les serviteurs, qui va attaquer le héros adverse, et ça je l'avais pas vu au début quand je jouais la carte, ça attaque le héros adverse aussi. Donc ça veut dire qu'elle va jamais mourir, parce que tes créatures ne peuvent pas descendre en dessous de 1 PV,
et en plus de rentrer des dégâts face. Donc t'as un full clear avec ça, en plus de rentrer des dégâts, ce qui est vraiment insane si t'as réussi à la buffer. Donc pour l'instant, ouais, les cartes questionnables, ça va être là 2-3 pour 3. Cornelius, ça se mettait plutôt bien, même contre les decks, on va dire, assez lents. C'est justement une carte qui, si elle n'est pas gérée, vous avez une main de... Si elle n'est pas gérée concrètement et que ça arrive à nouveau à votre tour, vous allez avoir pioché 6 cartes, minimum. Donc c'est vraiment une carte qui peut snowball et qui peut vous apporter les cartes manquantes. On a l'acolyte qui se met vraiment bien dans le deck, tout simplement parce que vous pouvez avoir acolyte, vous pouvez le buffer grâce à ça, derrière si vous avez l'arme équipée, vous boostez l'acolyte, et vous pouvez piocher entre 2 et 3 facilement sur l'acolyte. Donc c'est vraiment la force de l'acolyte, ça rentre bien dans le deck, et c'est très cool d'avoir l'acolyte de jouable à nouveau, hein. C'est pour l'instant le seul deck où je vois acolyte de jouable. Rokara, pareil, si vous avez un board qui a réussi à snowball, même si vous êtes sous le petit Riot, bah du coup, tous vos serviteurs vont gagner +1/+1, et si vous avez l'arme équipée, bah c'est +1/+2 en plus. Donc il y a vraiment des synergies insane à avoir, et je vous parlais du sort à 4 qui rentre très bien dans le deck. Tout simplement, imaginons que vous faites la curve T1, T2, T3, avec la pièce. Vous jouez le sort à 4. Ben, ça fait un 3 de stats sur 1 4 de stats sur 2, et 3 9 de stats sur 3. Parce que vous jouez 3 tours d'un 3, donc 3 fois un 3, ça fait 3 9. Ce qui est globalement insane en termes de tempo. En plus d'avoir toutes les synergies avec serviteur blessé. Donc on voit qu'on a vraiment des synergies broken à faire avec le deck. On a le Berserker qui peut également monter très très vite. Et pour l'instant, je joue pas de cartes comme Tourbillon, le Tourbillon à 1 de mana. Ce que j'aimais pas avec le Tourbillon à 2, ça pouvait s'envisager, hein. À la fin de votre tour, infliger un point de dégâts à tous les serviteurs. Mais le problème, c'est que c'est à la fin du tour. Non, on veut de l'immédiat. On veut vraiment infliger des dégâts directement pour attaquer avec l'arme et booster toutes nos créas. Donc pour l'instant, on pourrait envisager le tourbillon. La provoque se met bien pour justement forcer l'adversaire à tuer, enfin, tuant pas les cartes dans l'acolyte par exemple. Ça peut être, ça m'est arrivé plusieurs fois, donc c'est vraiment fine. Et voilà, donc Gros Mage peut rentrer à nouveau, ça va vraiment une liste qui va s'adapter. Certes, c'est pas une liste ultra opti encore, mais pour l'instant, eh ben, elle fonctionne bien. Et pour une liste pas opti qui arrive à concurrencer des decks comme Voleur qui est totalement boosted, et d'autres classes comme Mage assez opti maintenant, c'est vraiment pas mal. On a, on va dire, un bon premier jet. Donc overall, on est à 7-1 avec les deux listes. On a affronté quoi? On a affronté du mage, un mage GT one-off, très triste, un mage 40 cartes, qui a fait une très bonne sortie, mais en vrai, sur le papier, mage, ça serait un mauvais match-up, mais au final, en pratique, il peut pas gérer des grosses créatures qui vont se buffer à l'infini. Ça peut juste faire 2 d'AOE, avec le ping pareil. Il faut attendre le héros, c'est très lent en fait pour mage. Donc normalement, vous allez tabasser mage. Zo, pareil, j'ai bien détruit, les druides, on est à 2-0 contre. Et voleur, pour l'instant, on a tagué qu'un seul. On est à 1-0 contre. Et là, on affronte un paladin. C'est sans doute un paladin. Enfin, c'est sans doute un rogue. Après, on est à Baello pour l'instant. Donc, il y a des chances que ce soit un vrai paladin. Rokara sur le papier, j'aime beaucoup. On va juste garder Rokara. Parce que justement, en paladin, l'idée c'est qu'il va attendre avant un moment avant de pouvoir vraiment pouvoir gérer des boards. Ouais, c'est un paladin, je pense. Je pense notamment à des tours de pyro, égalité. Mais c'est pour ça qu'il faut mettre une agression très rapide. Hmm, je pense qu'on n'a pas le choix avec cette main de pièce 1-4. Il y a même un monde où on fait provoque. Ça me choque pas, au cas où il a un buff. Ça paraît vraiment très overreact, mais j'aime bien, parce qu'on a la curve en fait. Fait sa tour 1, sa tour 2, et sa tour 3. L'idée c'est vraiment d'avoir deux serviteurs qui stick, et de snowball grâce à ça, et voilà, c'est le plan. Oh, en plus, il joue ça. Donc pour l'instant, on risque de vraiment tabasser et Rokara risque d'être clutch. Oh, c'est encore une meilleure carte ça. C'est vraiment insane ce top deck. Une 3-7, bon ça sera une 3-4, hein. Ouais, donc pour l'instant les cartes questionnables c'est la 2-3, c'est la provoque. Mais par contre les cartes vraiment core du deck c'est le lieu à 1, la 1-3, 1-4, corps, corps.
Tolvir, c'est questionnable aussi. Riot, c'est corps. Acolyte, c'est corps. Berserker, c'est questionnable, mais ça se met pas trop mal, donc il n'y a pas trop de T3, donc on peut se dire que c'est corps. L'arme à 3, c'est corps. Rokaras, c'est vraiment fine, donc on va dire que c'est corps aussi. Euh, Intéressant. On va réfléchir ici. Peut-être il y a un monde où on fait ça first, non. Ça sera une 3-4, hein, on est d'accord. C'est une chance sur deux de buffer ça. Ok. Et on veut évidemment aller face, hein. Il n'y a aucun monde où on trade. Donc, pareil, Cornelius, c'est questionnable. Le sort à 4, c'est corps. Rocaras, c'est corps, mais... Et Olgra, on va dire que c'est corps. C'est même sûr que c'est corps. Donc pour l'instant, on va dire 6 slots avec le deck. On est peut-être à 6 cartes d'avoir vraiment une liste ultra optique. Et encore, pour l'instant, les decks font leur job. Je suis curieux de savoir ce qui va trade. Oh, c'est un très bon top deck au passage. Est-ce qu'on a envie de faire Riot? Hmm, on fait ça first et ensuite on fait Riot? Ça me va. Après, ouais. Ça vend pas du rêve, mais on est obligé de gérer ça. Ça se met vraiment mal le tour, hein. Dans le sens, en fait, c'est sa sortie qui se met pas trop mal. T1, T2, T3, T4, c'est vraiment une scène. On sait pas quel sort il joue, mais du coup, on n'a pas pu faire notre tempo Rokara, qui sur le papier se mettait vraiment bien. On aimerait avoir un autre serviteur en main pour profiter du passif de lui. Et ouais, Stitax, c'est même potentiellement fini sur ça. Paladin en soi, je pense que c'est un mauvais match-up sur le papier. Euh, on va faire ça. Donc, sur le papier, si vous affrontez des paladins 40 cartes contrôle, ça va être un mauvais match-up. Pour ce qui est de prête quête, c'est difficile à dire, mais il faut vraiment faire une bonne curve. J'ai vu Hunter Race gagner le match-up, mais je pense que ça reste un mauvais match-up en soi. Il faut vraiment curver. Là, on a manqué de l'arme. On s'est pris une petite curve. Ok, on aimerait avoir un autre serviteur à buffer potentiellement. D'accord, là, c'est pas insane. Ok. Varia, ici. Donc, on est vraiment en all-in, hein, ça c'est évident. Il va prendre les stats de la 19 et ça risque d'être fini déjà. Léviathan, ça prend des trades et c'est très chiant. Faudrait un truc fort du style Rokara. Ouais, malheureusement, c'est pas assez insane en draw. Bon, il y a no way qu'on trade, hein. On va juste jouer l'acolyte pour une carte. C'est sad, mais on a vraiment pas le choix parce que chaque draw peut importer. Le problème, c'est que vu qu'on n'a pas gros mash, bah ce genre de match-up est très dur à battre. Gros mash, c'est typiquement le genre de carte qui, voilà, à distance, tu rentres beaucoup de dégâts, surtout si tu as réussi à le buff grâce au 1-4. Tout à l'heure, j'ai réussi à avoir un gros mage qui avait 11 d'attaque de base, c'était une 11-16. Et du coup, j'ai pu tuer un démo. Donc, gros mage, c'est vraiment une carte questionnable. Si vous affrontez beaucoup de voleurs, beaucoup de decks rapides, gros mage, c'est pas si insane. Mais même contre druid, hein, j'ai réussi à tuer un druid grâce à gros mage. Donc, selon les match-ups que vous allez affronter, si vous êtes plutôt dans une méta lente, ajoutez gros mage. Enlevez potentiellement une 2-3.
gagnant du temps ici. On est contre un druide. Donc druide, on va espérer faire une curve sympathique à base de T1, T2. On veut la 1-4 si possible. On a la 1-4. Donc pour les cartes du mulligan, vraiment le lieu, la 1-3 est fine. Ok. Je pense que c'est mieux de faire ça, into ça, into ça. On fera ça sur 4 d'ailleurs. Attendez, est-ce qu'il est au courant que... C'est Nova hein, qui vient de faire ça. Donc pour l'instant, ouais, 2-0 contre Druid. Si je joue la mine, est-ce qu'il y a un monde où c'est pré-store? Là, on va réfléchir. Ce trade, c'est sûr. Et je pense qu'on va juste la jouer comme une 4-5 tempo. On espère piocher un serviteur très bientôt. Donc ouais, je pense pas que ce soit un pré-store, hein. Mais ça me choquerait pas, Stello. Vu comme il part, il y a de grandes chances qu'il parte en guff maintenant. Pareil, Druid Prestore, je pense que c'est un très très bon match-up. Tout simplement puisque vous le prenez de vitesse. Ah, c'est pas du tout un Druid Prestore, d'accord. C'est toujours triste de pas avoir de serviteur en main. On a combien de serviteurs? 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 serviteurs dans le deck. Plus 2 provoques, donc 2 échangeables, plus 2 armes. Donc on avait globalement 4 mauvais top decks. Celui-là, on faisait partie. Également un serviteur. Donc là, il y a vraiment un monde où on fait... On va réfléchir. L'ordre dans lequel les créatures ont été invoquées. Ça, ça, ça. Il y a un monde où on grid le Riot. Ça me paraît pas déconnant de grid le Riot. Bon là, c'est très triste en termes de sortie. Ouais, c'est triste. Pourquoi? Parce qu'on manque de Olgra. Olgra, c'est une scène à buff. Les acolytes, c'était fine à buff. La charge, c'est une scène. Berserker, c'était vraiment pas mal aussi. On va voir ce qu'il nous fait. Miracle Growth, pourquoi on avait envie de garder ça pour vraiment push des dégâts plus tard? Là, c'était pas insane. Oh, là, on a quelque chose. Là, maintenant, on parle. On va pas jouer l'acolyte maintenant, parce qu'on ne pourra pas. Ça sera un gros bébé. Et il y avait un gros monde où il fallait d'abord tuer la 1-3. Comme ça, on jouait l'acolyte, parce qu'on voulait l'acolyte on board. C'était sûrement le play. J'y ai pensé trop tard, dans le sens qu'on allait être boardlock, mais on voulait en même temps push le maximum de dégâts. Rocara en 2 tours peut rentrer beaucoup de dégâts. L'acolyte, on peut lui donner un dégât, enfin, piocher un du coup. Et en plus de ça, ben, il peut pas chercher l'acolyte facilement, avoir d'une Onyxia qui chargerait dedans. Là, pour l'instant, on voit qu'elle se buff énormément. Est-ce qu'il a un full clear? Non, il n'est pas un full clear. On va faire ça, le ping.
Ça écharge? Ça me paraît bien. Pareil, là, par exemple, s'il a Onyxia, bah, il meurt. S'il a une herbe Onyxia, il fait un, 2, 3, 4, 5. Il full clear même pas. Il a pioché sûrement la carte la plus chère, donc il doit avoir des Natrice en main ou Onyxia. 2, 3, 4, 5. On a l'étal. Exact l'étal. Et là, on voit qu'on n'a pas eu l'arme qui est vraiment clé dans le deck, parce que l'arme, c'est justement, c'est le coup de grâce, c'est en mode, t'as des serviteurs qui sont insignifiants, tu les buffes tous, et c'est fini. On n'a pas eu Rokarap, qui pareil détruit Druid concrètement. Donc là, on voit que même avec une sortie un peu mauvaise, certes on a curvé T1, T2, et c'était pas le meilleur T3, hein, clairement, ça s'est bien passé. La 2-3, on va pas la keep. Et la 1-3, c'est vraiment questionnable de si on la keep. Pourquoi? Parce que la 2-3, on aime bien ramener ça en soi. Mais partons du principe que T1, T2, c'est pas mal. C'est pas garanti qu'on ait le lieu à 1 dans tous les cas. Donc avoir T1, T2, c'est vraiment fine. Ça peut peut-être contester une créature. Ouais, c'est le cas ici. On va jouer ça. Je crois pas qu'il y ait de buff plus 2, plus 1. Il y a le sort à 2 qui donne plus 3 d'attaque. Ah, il y a ça. Il y a ceci qui est très dommage du coup. On va jouer ça. En espérant que ça se fasse pas. Paladin, je pense, peut revenir en force. Avec une liste potentiellement opti. Qui pré-shot notre créa. On va en faire de même. En pré-shotant cette créa. Du coup, là, on a des... Bon, c'est chiant que ça a boosté la seule carte qu'on voulait pas booster, mais sinon, la sortie est quand même très correcte. On a l'arme. Il peut vraiment se passer des choses. À tout moment, on découvre le lieu. Ça a de quoi très bien se passer. Ça, par contre, ça risque de nous limiter vraiment. Curieux de savoir s'il va ping quelque chose. Hum, Ça vend pas vraiment du rêve. Mais on va le faire. On va faire ça aussi. L'idée, c'est de casser son bouclier divin. Mais j'ai l'impression qu'on s'est juste fait battre par le lieu à 2. Vraiment, ça a été clutch. Sinon, je pense que son deck se fait vraiment détruire. Après, même à long terme, potentiellement, on gagne parce qu'on a une carte clé qui est le Riot. Il faut setup un board pour en avoir un qui se met vraiment bien. Donc là, on va faire quoi? On pourrait faire un play à base de ça. Un play un peu chiant pour lui, en fait. Donc, on fait genre ça. Et ça. En fait, on veut le forcer à faire le lieu sur une de nos créanos et pas le sien. Comme ça, il n'a pas de train on board sur une des créatures à droite. Sur le papier, ce board est gros, hein. Ce genre de deck doit jouer Samuro aussi. En fait, est-ce que c'est juste un paladin pur? C'est peut-être juste un paladin pur. Paladin pur aggro. Ouais, du coup, il joue du package comme... Ah non, il a découvert l'égalité.
Mais vu qu'il joue City Tax, il devait y jouer. Donc dommage. Là, vraiment, Paladin, c'est les match-ups qu'on veut pas affronter. Et encore, là, on voit qu'on a pris une sacrée curve. Parce que, bon, pour un Paladin pur, ça veut dire que tu as moyen de faire des curves assez nuls. Dommage. Sur le long terme, bon, on pouvait certes piocher Cornelius, mais évitons de perdre trop de temps. Partant du principe que Paladin, c'est un très mauvais match-up. Donc avec le recul de quelques games, pour l'instant, la 2-3 n'a pas été ouf. Et ça risque d'être une carte qu'on va cut. Enfin, à terme, en tout cas. On va garder la 1-4. Même si en soi, on préfère l'autre 1-4. Mais si on a le lieu into ça, c'est vraiment très fort en termes de curve. En soi, il y a peu de decks comme Paladin qui ont vraiment un archétype contrôle, plein de cartes contrôle. Parce que le package... Ok, c'est un zoo. Dommage que ça arrive un tour trop tard, ça. On va faire ça quand même. Malheureusement, il fallait absolument curve pour battre Zo. Enfin, pour battre Voleur. Je pense pas qu'on le batte avec ce genre de sortie et avec la pièce surtout. C'est ça le problème, c'est la pièce. Est-ce qu'on a un intérêt à jouer cette game? Après, on l'a forcé à beaucoup jouer Signal. On sait jamais, on a ça. On va quand même tenter la game. Il va falloir être patient. On va sûrement Acolyte of Pain, le ping. L'idée, c'est d'avoir un gros board et on fait Riot avec un board suffisant pour tuer tous ses serviteurs. Ça risque d'être très complexe, ça c'est sûr. Mais des cartes comme Provoke vont être très fine quand vous êtes sous Riot, justement. Parce que concrètement, c'est tu forces tous les serviteurs à attaquer un serviteur qui ne peut pas mourir. Donc ouais, là c'est la sacrée curve, hein. C'est le genre de curve qu'aucun deck quasiment ne bat. Donc ça, on va voir ce qu'on fait. Si on arrive à avoir Provoque, je pense qu'on n'est pas trop mal. Une draw en plus. On a le sort à 4 aussi, hein. Ok, on a Provoque. On a Provoque. Et là, ça peut être fort du coup, hein. Pourquoi c'est fort? Parce qu'on tue tous en board. Et c'est pour ça qu'on ne concede pas. Parce que je voyais qu'il y avait le potentiel de faire ça. Et au final, on voit que, en pratique, il faut pas concede ce genre de game si tu te fais out-tempo par le voleur. Parce que bah, tu peux arriver à ce genre de spot. Shadow Step. Et une 3-3. Ok, ok. Il va face. Attendez, comment on en vient à ne pas trade dans ce genre de spot? Je suis curieux là. Bah écoutez, Cornelius, hein. Ou sinon, il y a peut-être un play meilleur que Cornelius, c'est même sûrement meilleur. C'est meilleur pourquoi? Parce que ça setup létal. 7, 9, 13, 15. Voilà. Concrètement, c'est setup létal. Cornelius, t'es pas correct si t'as un setup létal à faire. Et c'est la fin de notre ami le voleur, donc. Je pense que beaucoup tour 2 se seraient dit, bon, on peut concilier la game, mais moi-même. Mais j'ai réfléchi aux outs du deck. Et vraiment, route. En fait, c'est surtout on avait Riot en main. Donc certes, on allait tanker beaucoup, mais si on tank beaucoup, est-ce que c'est grave? Bah non, parce que ça veut dire qu'on va être en dessous de 20 PV, et ça veut dire que le Sora 4 va invoquer 3 de 4, ce qui est globalement insane.
Et contre un DH, on a Cornelius. Cornelius, on va pas le garder, on veut vraiment faire la curve, hein. T1, T2, ouais. Faut réfléchir si on a un meilleur T3 que ça en soi, parce que en soi, je sens qu'on peut trouver mieux. Et c'est pas sûr en vrai. C'est juste que ce T3 me paraît un peu trop nul. Le problème, c'est qu'on doit jouer des T3, c'est ça le problème. Parce qu'avoir une curve, c'est très important. Parce qu'on voit qu'on va souvent avoir un T2. On a combien de T2? 2. C'est pour ça qu'on joue aussi les 2-3. C'est qu'on doit curve. 2, 4, 6, 8. Les T1, on en a que 2, plus les deux lieux, donc 4. Est-ce qu'on fait juste ça, ping? Ça me va. On risque de coin ça. Into ça peut-être. L'avantage des provoques aussi, on a vu que c'était insane la game d'avant, mais au pire, même si il y a des games où ça servira à rien, tu peux juste les changer. Donc c'est une carte de pioche. C'est comme si tu jouais avec seulement 28 cartes du coup. Est-ce qu'il a un moyen de tuer ça? J'imagine que non, s'il a pas trade, s'il a pas pré-shot. Ça va bien protéger notre créa. Pareil, ce match-up, je pense qu'on est censé le détruire. On n'est pas à l'abri de bullshit avec les lieux, mais sur le papier, on le détruit bien. Par exemple, là, je réfléchis. Si on voulait enlever les provoques, ça serait tourbillon à ajouter en soi. J'imagine qu'il a pioché. Ok, il a pioché une carte à 4. Ça veut dire qu'il joue des cartes chères. Il doit jouer quelque chose comme Bran peut-être. Tenter un OTK avec Jace. Bran Jace. C'est un deck que j'avais essayé de build. Ok, on a raté. C'était un 1 sur 4. Donc, tant mieux qu'il ait raté pour nous. Je pense qu'on a envie de faire l'arme tout de suite. Dommage d'avoir pioché lui un peu trop tard. Mais là, on est bien en termes de curve, hein. Là, aller chercher ça. Derrière, même s'il s'en sort, il doit se soigner parce qu'on a des charges dans le deck. On a la 1-4 qui peut l'OTK. On a le Rokara. Donc, ça paraît presque un échec et mat, là. À moins qu'il ait Kurtrus réduit, mais même Kurtrus réduit, ça ne tue pas la 6-5. Donc, ça veut dire que Kurtrus, il passerait à 12 PV. 12 PV, on a 6, 8, 9, 11. Ce serait one-off, potentiellement. Ok, il joue un OTK avec Lady Steno. Bon, on voit qu'il est vachement all-in par contre, hein. Il est parti en plan de jeu vachement all-in. On va réfléchir à comment on fait ça. Parce qu'en soi, on pourrait juste se dire on fait ça. Mais on veut être sûr de tout tuer ici. Donc je pense qu'on va juste faire ça, pré-shot ça. Et on doit tuer la lady qui est vraiment la carte core de son deck. Et derrière, on peut 2-3 into, potentiellement quelque chose d'autre. Donc ouais, overall, même si la Berserker a l'air remplaçable, bah, c'est un T3, donc je pense pas qu'on trouvera mieux, hein. Ouf. Kurtrus à 4 de mana, c'est vraiment... Il a fallu qu'il se passe énormément de choses. Une lady réduite.
On va faire ça. Dommage d'avoir eu un T1 quand on pouvait avoir un T3. Je pense qu'on va faire ça là-dessus. Les face. En termes de curve, il fallait un Kurtrus ultra réduit aussi. Parce que sinon, il n'y avait pas le fait le barrage. Ces créatures étaient. Bah, il restait plus qu'une créa qu'on pouvait tuer avec l'arme. Et du coup, on reprenait la tempo. Donc enfin, le spot pour arriver à se faire contest par DH Quest OTK, il faut le faire. On peut avoir Acolyte qui peut être fine là-dessus. Est-ce qu'il va aller face? Est-ce qu'il va trade la 3-4 en premier et ensuite tout empaler dans la 7-4? Attendez. Il compte faire quoi là, concrètement? Il a l'étal ou... Non, il est juste quelques dégâts off. Je sais pas, il a dû abandonner. Il a dû se dire je gagne jamais la partie. Bon, pourquoi pas. C'est vrai que s'il faut empaler tout dans 7-7-4, ça dépend être si ouf pour lui. Bon. Ça aurait été problématique de perdre ce match-up. Parce que... Bon, après ça arrive, hein. C'était peut-être une chance sur 10, mais on sent quand même qu'on a un deck consistant. Dans ce genre de match-up, on ne devrait pas perdre. On est contre un druide à nouveau. On va voir quelle curve on a. Dans des match-ups comme ça, souvent on veut vraiment hard mulligan pour une 1-4, le lieu. Et même si on se dit T2, T3, ouais, c'est ok, non. Vraiment, hard mulligan, on a le lieu, on a la 1-4, on a la 1-3, les 1-3 qui peuvent protéger la 1-4. Donc le potentiel des 1-3 est très fort. Ce qu'on préférait avoir, c'est même la 1-4, l'autre, qui pourrait buff ceci dans notre main. Mais bon, la curve reste ok quand même. Ça ferait quoi? 5-3 charges? Ouh. C'est discutable ici. Je pense que parce que c'est druide, on n'a pas de temps à perdre. On y va. On fera ça tour 3, si on n'a pas mieux. Par exemple, mieux, ça serait une arme, potentiellement. Ah, dommage. Dommage, c'est... Il n'a pas de moyen de... Bon, il a un silence, mais il n'y a pas de moyen direct dans son deck de... Bah, tuer... Enfin, de tuer une carte, une 5-3 dans ce genre de spot. Il peut les découvrir, et c'est tout. Ici, on va pas faire le ping. Si en top deck acolyte, on veut vraiment piocher une supplémentaire et voilà. Et ce qu'on voudrait, c'est vraiment piocher un serviteur. Rokara est insane dans ce genre de spot. Il a pris une carte qu'il ne pourrait pas jouer maintenant, donc c'est peut-être le sort à 7. Un clear de board, c'est ce qu'on pourrait se dire s'il a pas eu de rampe, quoi. Ok, route, le sort à 2. C'est vraiment dommage, hein. Derrière, il nous fait le sort à 7 et c'est perdu, malheureusement. On a combien de créatures blessées, là? Un certain nombre. Est-ce qu'on a envie de jouer cette carte ou pas? Ou est-ce qu'on se dit on rejoue 2 taunts, juste pour 2 taunts? Je pense qu'on va le faire juste pour avoir vraiment une méga créature.
C'est le seul winning play que je vois, ça serait derrière top deck quelque chose, comme l'arme, mais il va falloir top deck quelque chose. Et pour l'instant, les deux sorts random qui ont été créés sont globalement très très broken. Justement, ça passe par l'aléa. Donc, un match-up où ça passe par l'aléa pour perdre, c'est que bah, t'as un très bon match-up. Est-ce qu'il y a un monde où il n'y avait pas le sort à 7, peut-être, hein? Bran. Ok. On est encore dans la gamme, du coup. L'arme, c'est vraiment un top deck insane pour avoir un board ingérable. C'est dommage qu'on n'a plus Battle Rage, hein. Battle Rage qui était une carte qui vous faisait piocher un pour chaque carte blessée, tout simplement. Euh, Est-ce qu'on joue ça first? On aurait dû jouer ça first. J'ai envie d'avoir un nombre de PV impair sur cette carte. Pourquoi? Pour prendre un maximum de trade. C'est-à-dire une 2-1 qui rush est un d'attaque pair. 2, 4, 6, 8. T'es obligé de mettre 4 coups pour tuer l'acolyte. C'est du petit détail, mais ça fait sens. Est-ce qu'il va prendre la pioche? Peut-être, hein. C'est dans ces moments où il faut vraiment top deck l'arme. Et encore, ça devient peut-être même trop tard. Là, on voit qu'on bluffe plus rien en main. Ce qui est bien, c'est qu'on peut au moins piocher grâce à ça. Est-ce qu'on prend ce trade horrible? Je pense qu'on est vraiment sur le plan de jeu all-in de piocher une carte clé là. Il y a l'arme, il y a le sort à 2. Il y a même la provoque qui est presque ok. Là, on a vraiment optimisé au maximum la pioche, mais on n'a jamais eu ni l'arme, ni le Riot. Bon, après, Riot, ça aurait pas été insane ici, mais quand même. On joue l'acolyte, on va face, hein. On met tout pour justement s'assurer de buffer Olgra ou là un 4. On a quand même été très unlucky dans les draws. Même Rokara, hein, c'est le genre de carte insane. Rokara double arme et Riot. Donc 5 cartes vraiment insane pour Snowball. Un Colosse. Bon, il y a des Colosses qui nous battent, il y a des Colosses qui sont inutiles. Dommage, on a eu celui qui nous battait. Est-ce que ça sert de jouer? Je crois que c'était le seul Colosse qui était échec et mat. Donc vous voyez que ça passe par beaucoup d'aléatoires pour perdre ce genre de match-up. Parce qu'on voit que Druid, pour l'instant, Druid, je suis à 4-0 contre les druides. Et là, il a dû se passer des choses de ne pas top deck pour vraiment perdre le match-up. Au passage, comme d'hab, je vous avais pas mis le son du jeu. On va regarder l'arme. Est-ce que l'arme est vraiment un bon keep? J'ai l'impression que c'est une carte clé à avoir. On va pas la jouer avant peut-être tour 4-5, mais il faut l'avoir. On va partir du principe qu'on ne la veut pas, on voudra la piocher au moment qu'il faudra. Mais là, par exemple, on a Rokara sur 3. C'est très important de full mulligan pour avoir un T2 jouable, voire un T1
et d'avoir le... Parce que vraiment, le fait de mulligan chaque carte, ça t'augmente je sais pas, 7-8% peut-être d'avoir la carte que tu veux si elle est jouée en 2 exemplaires. C'est très important de full mulligan. Il y a beaucoup de games que on peut perdre parce qu'on a justement pas full mulligan et on voit qu'on la pioche un tour trop tard en se disant que c'était ok de garder comme ça par exemple. On va juste jouer Rokara et booster ça. Ça me va. 2-5 c'est très très dur à aller chercher. Et s'il veut faire croissance, bah on a un board qui se booste. Ah c'est un rogue. Ah, dommage. Je saurais pas changer le play je pense. On a ça, hein. Est-ce qu'il a double gnoll? Sûrement. Ouais. Dommage. C'est pas fini évidemment, mais c'est pas non plus un spot incroyable, hein. On va pas se cacher. Est-ce qu'on drop l'acolyte? Je pense qu'on va drop l'acolyte. Juste parce qu'on a besoin de piocher des choses ici. Comme la provoque. Tout à l'heure, on a fait un full clear grâce à provoque. C'est quand même incroyable d'avoir battu le voleur tout à l'heure, hein. C'était typiquement le même genre de sortie. Mais je pense que si on a la coin, on détruit juste les voleurs. Juste parce qu'on a trop de tempo et on peut faire trop de taunt en fait. Et les provoques, ça fait la diff, hein. Donc, provoque, riot, c'est vraiment une curve qui fait la diff. Enfin, c'est une combo qui fait la diff. Est-ce qu'il va all-in maintenant ou pas? Il aurait dû trade en premier. Pourquoi il aurait dû trade en premier en cas de top deck Edwin? Ou top deck Shadow Step s'il lui manquait une des deux? Est-ce qu'on fait ça? On a Cornelius qu'on peut potentiellement jouer très bientôt. Je pense qu'on va juste faire ce play. On veut économiser nos cartes. Dans tous les cas, ça va passer. La victoire va passer par quoi? Par ça. Peut-être un top deck provoque. Bon, Edwin après cette sortie peut normalement et devrait gagner la game. Ok, désolé, j'ai cut un tout petit second. Mais malheureusement, Edwin, c'est trop tôt en fait. C'est beaucoup trop tôt et surtout on va avoir un gros camouflé. Donc là, il y a peut-être même un setup létal de l'adversaire. Il a encore la coin. Dix 10 9 9. Ouais, c'est un setup létal, je crois. 3, 6, 15, 25. On accepte de mourir. De toute façon, on pouvait se protéger grâce à Taunt, faire un place aux optis, mais bon. C'est d'ailleurs... Je considérais faire une vidéo à nouveau sur le voleur, parce que quand j'ai fait la vidéo sur le voleur, c'était avant... euh, avant le up de Edwin. Et le up de Edwin fait que maintenant, il y a quasiment que des voleurs. Donc si jamais vous affrontez que des voleurs, n'hésitez pas à me dire, je vous montrerai le deck parfait pour détruire voleurs. Parce que oui, il y en a un. Même si guerrier en soi, pour moi, c'est fine dans le match-up. On a fait que battre les warlocks, pour l'instant. Donc la curve c'est quelque chose. Est-ce qu'on a envie de garder le gras en mode c'est la win condition du deck? Si c'est un vrai warlock, ça se considérerait, mais je pense qu'on veut vraiment T1, T2, T3. C'est un full keep. Ça doit être un voleur alors.
Pièce acolyte, c'est potentiellement le play, avec le ping. Moins de top deck ceci. J'ai pas envie de lâcher ça sur ça, hein. Il faut exactement le sort qu'inflige 4. Ah, c'est un bolard. On veut buffer l'acolyte, hein. Oh, attendez. Je reconnais ça. Est-ce qu'on veut buffer ça pour rentrer un peu plus de dégâts? Ça me va. Il y a un 3. Bon, après, on a une créature à 3 PV. C'est peut-être pas très smart. Mais on part du principe qu'on va pas vouloir ping prochain tour, mais dans 2 tours. Donc, vu qu'on a un tour de cooldown, avant de pouvoir à nouveau faire le ping, ça me paraissait pertinent. J'ai parfois tendance à pas garder le Graveyard sans la pièce. Ce qui va Shadow Step. Bon, j'imagine qu'il n'y a pas de quoi tuer la 3-3, et ça, c'est vraiment fine. Il joue Viper pour le Mirror, ça fait sens. Qui loline un petit peu, entre guillemets. C'est une 8-8. Est-ce qu'on fait ce trade? Est-ce qu'il y a un monde où on veut booster que l'acolyte? Pas sûr. Rokara peut être un gros finisher aussi. Rokara sur une grosse créa, tu la smash sur le héros adverse. Ça a été un peu un tour all-in, donc on espère qu'il n'est pas l'autre Gnoll. Et vu qu'il joue Viper en plus, il y a des listes maintenant qui jouent seulement 4 serviteurs. Pour vraiment s'assurer d'avoir les Gnolls et Edwin. Est-ce que c'est 4 ou 5? Non, peut-être 5. Maestra, double Gnoll, Edwin et le T5 légendaire. Ouais, donc 5. Je verrai quelle liste je présente. J'attends de voir vraiment la liste qui sort du lot. On force beaucoup de burst, ce qui est fine. Je pense qu'on va faire ça, ping ça. Ah, on n'a pas le mana de faire ça. Ah, c'est dommage, ça. Bon, du coup, dommage, on fait ça là-dessus. On va jouer ça parce qu'on en a deux. Si on en avait qu'un, je pense j'aurais juste tiré au power. Si à Krabatoa, il y a des listes qui jouent encore Krabatoa, comme la liste que j'avais présentée, mais les listes récentes l'enlèvent parce qu'on veut tellement abuser d'Edwin qu'on veut pas de carte qui coûte 6. Là, il doit avoir l'autre Gnoll par contre. Et il a des chances d'avoir Viper, donc on va voir s'il trade ou pas. Trade la Viper, donc a priori on est safe. Bon, je pense pas que ça soit voulu de pas nous mettre à 20 PV, mais en soi c'est smart. Pour ne pas activer le sort à 4.
Ne pas avoir de 2-4. Je pense qu'on part quand même sur ça. Pourquoi? Parce qu'on a Rokara. On a potentiellement bientôt un létal. On veut le forcer à prendre des trades pour justement le tuer potentiellement en 2 tours, 3 tours. Malheureusement, il y a quasiment que des cartes jouables, hein, parce qu'il a pioché tous les serviteurs. Donc cet Edwin risque d'être 7-7, 9-9. Il a joué double prep et Shadow Step. On va voir ça. En tout cas, Sanova, s'il a un gros serviteur, il y aura potentiellement un match nul dans cette game. À voir. On est juste mort, hein, je pense. Ouais. Il faut le sort à 4 taunt. Est-ce que ceci marche? On a 5, 8, 8 plus 9. 17. Pourquoi j'ai bugué? 17, sauf qu'il a de quoi jouer plein de cartes et avoir l'arme. Euh, Il a 5 inflige des dégâts. Alors, je pense que c'est le seul winning play, même si on sait qu'on est mort. On n'était pas là, on pouvait booster sa créature. Ah, c'est 10 d'armure, j'ai failli oublier ça. Pourquoi je pensais que c'était que 5 d'armure? Potentiellement, on reste en vie parce qu'on lui donne pas de target au sort à 2. À voir. Il y avait un moment où le play c'était d'aller face. Pourquoi? Parce qu'on a potentiellement infuse le sort à 1. Peut-être qu'il lui manquait exactement une seule créature. Donc voilà. Au pire des cas, s'il nous tue pas, on a un match nul. Extorsion, il va sûrement faire ça. Est-ce qu'il va le refaire? Ouais, c'est ça. Bon, après, il avait peut-être déjà une fuse. Mais par principe, vu que la game se finit prochain tour, il fallait aller face. Après, ça nous dérange pas qu'il ait une fuse, vu qu'il veut pas, il n'y a pas d'autre target à backstab. Je pense qu'il est quelques dégâts off. Donc il sait que ça va être match nul. 5. Est-ce qu'il y a un monde où c'est pas match nul? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut nous faire gagner? All grab potentiellement. Je crois que pas le choix, hein. Pas le choix, pas le choix. Ah, ça marche comme ça. Je pensais que c'était match nul. Ok. Bon, pas de match nul. Je pensais que ça marchait comme ça, mais non. Au final, on a perdu quoi? On a fait quoi dans la session? On a perdu contre Paladin Control, 2 paladins d'affilée. Bon, j'en ai croisé aucun juste avant dans le climb, mais bah, il y en aura sûrement quasiment aucun en top légende. Donc, si je retourne en top légende, ça risque d'être fine pour Paladin. Pour ce qui est de Rogue, on a perdu 2 games où on n'avait pas la coin et il a dû se passer. Bah là, ça jouait pas à grand chose en vrai. C'est juste, ouais, double gnoll et le Edwin très tôt. Et pour ce qui est de... ouais, c'est ça, on a réussi à gagner une game. Je crois qu'on avait la pièce, mais on a aussi gagné une game sans la pièce. Donc, voilà. Voleur reste gagnable. Peut-être c'est un 50-50 overall. Et pour ce qui est de druide, c'est un très très bon match-up. Donc, si vous affrontez beaucoup de druides, même Zo, même n'importe quelle démo, bah, au final, on s'en sortait bien. Donc, le deck est très fine dans ces match-up. Et contre mage, je pense que le deck est aussi très fine. Quand on a perdu, c'était vraiment unlucky. C'était pas en stream. Mais gros potentiel du deck. On n'est pas encore à la liste opti, je vous ai dit, il y a 6 cartes qui peuvent être interchangeables. Peut-être 4 si on se dit que voilà, il n'y a pas de meilleur TD T3. Mais voilà, vous avez déjà un
une bonne idée de l'archétype qui devrait se stabiliser. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Tchuss.